La sonnette retentit, un son clair et impérieux qui déchira le silence suffusant de la fin d'après-midi. La porte massive en chêne s'ouvrit sur Richard, une coupe de champagne à la main, un sourire arrogant figé sur son visage. Ce sourire s'effaça lentement, remplacé par une incrédulité glaciale. Devant lui se tenait Laura, son ex-femme, celle qu'il avait chassée sans ménagement 2 semaines plus tôt. Mais ce n'était plus la femme brisée qu'il avait congédiée. Vêtue d'un tailleur pantalon d'un blanc immaculé, elle se tenait droite, le menton haut, une expression de calme détermination dans le regard. À ses côtés, 2 hommes en costume sobre, à la carrure imposante, attendaient en silence, les mains jointes devant eux. Ils n'étaient ni des déménageurs ni des huissiers ordinaires. Leur présence dégageait une autorité tranquille et inébranlable. Richard sentit une première vague d'irritation monter en lui, menaçant son confort de nouveau roi. Il pensait lui avoir tout pris, sa dignité, sa place, sa maison. Il ne savait pas encore qu'il était sur le point de se faire expulser d'une demeure qui ne lui avait en réalité jamais appartenu. La bataille qu'il croyait avoir gagnée n'avait même pas commencé. Le silence qui s'installa sur le perron était plus lourd que toutes les insultes qu'ils avaient pu échanger par le passé. Richard, retrouvant une partie de son assurance, la toisa de haut en bas, un rictus méprisant aux lèvres. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Laura? Tu as oublié quelque chose? Un bibelot sentimental, peut-être ?» Sa voix était pleine d'un sarcasme qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. Mais Laura ne sia pas. Ses yeux ne quittaient pas les siens, et ce calme olympien commençait à fissurer la façade de son mari. Elle leva lentement une main, non pas pour le frapper, mais pour lui tendre une grande enveloppe Kraft, épaisse et scellée. « Je ne suis rien venu chercher, Richard. Je suis venu reprendre ce qui est à moi, » dit-elle d'une voix posée, mais dont chaque syllabe résonnait comme une sentence. Les 2 agents de sécurité firent un pas en avant, imperceptible mais suffisant pour bloquer toute tentative de Richard de refermer la porte. L'air frais de l'extérieur s'engouffrait dans le hall d'entrée luxueux, apportant avec lui l'odeur du changement, une odeur que Richard, aveuglé par sa propre puissance, était incapable de reconnaître. Il ne voyait qu'une femme seule, tentant un dernier baroud d'honneur pathétique. Pour comprendre la portée de cet instant, la puissance contenue dans le calme de Laura et l'arrogance aveugle de Richard, il faut remonter le temps, 2 semaines en arrière, à ce samedi après-midi qui avait tout fait basculer. La demeure familiale n'était pas alors un champ de bataille, mais un havre de paix que Laura avait mis 20 ans à façonner. Chaque meuble ancien avait une histoire, chaque tableau avait été choisi avec soin, et les parquets cirés reflétaient la lumière douce qui filtrait à travers les hautes fenêtres, donnant sur un jardin qu'elle entretenait avec passion. C'était plus qu'une maison, c'était le sanctuaire de leur famille, l'écrin de leurs souvenirs, le symbole de la lignée de Laura bien avant que la fortune de Richard n'existe. Elle y avait élevé leurs enfants, organisé des dîners qui avaient assis la réputation de son mari et sacrifié sa propre carrière pour que la sienne puisse fleurir. Elle croyait que ces murs étaient les témoins silencieux d'un pacte sacré, d'une vie construite à 2. Elle allait découvrir de la manière la plus brutale qui soit que pour Richard, ce sanctuaire n'était qu'un bien immobilier, un actif de plus dans son portefeuille, prêt à être liquidé avec elle. Ce jour-là, Richard avait fait irruption dans le grand salon, non pas seul, mais accompagné de Julie, sa maîtresse, une jeune femme au sourire carnassier et aux bijoux trop voyants. Laura lisait près de la cheminée, et le choc de les voir ensemble, là, dans son salon, la laissa sans voix. Richard ne lui laissa pas le temps de réagir. D'un geste théâtral, il jeta une carte de crédit en platine sur la table basse en marqueterie. « Tu as 2 heures pour faire tes valises », avait-il annoncé, d'un ton neutre et glacial, comme s'il congédiait une employée. « Sois raisonnable, trouve-toi un joli appartement. La nouvelle maîtresse des lieux est arrivée, et elle a bien meilleur goût. » La gouvernante qui apportait le thé s'était figée dans l'embrasure de la porte, le plateau tremblant entre ses mains. L'humiliation était totale, calculée, publique. Richard voulait qu'elle soit anéantie, qu'elle parte la tête basse, écrasée par le poids de son échec. Il voulait effacer 20 ans de vie commune comme on raye une mauvaise ligne sur un bilan comptable, et il le faisait avec la cruauté désinvolte de celui qui se sait tout-puissant. Pendant que Laura restait paralysée, le souffle coupé, Julie, la maîtresse, savourait chaque seconde de cette humiliation. Elle se pavanait dans le salon, effleurant les meubles anciens d'un air dédaigneux, son parfum entêtant violant l'atmosphère feutrée des lieux. « Oh chérie, il va falloir tout changer ici », lança-t-elle à Richard, assez fort pour que Laura l'entende. « C'est si daté. J'imagine déjà des murs blancs, du mobilier design, quelque chose de plus vivant. » Chaque mot était un chiffre, chaque regard triomphant qu'elle jetait à Laura était un coup de poignard. Elle ne se contentait pas de prendre sa place, elle piétinait son héritage, son histoire, son identité. Pour Julie, cette maison n'était qu'un trophée, la preuve matérielle de sa victoire sur une femme plus âgée qu'elle considérait comme une relique du passé. Richard la regardait avec une adoration évidente, validant par son silence complice la destruction méthodique de tout ce que Laura avait construit. Le message était clair, le passé était mort et Laura avec lui. Le futur appartenait désormais à ce nouveau couple, plus jeune, plus riche, plus moderne. Le monde de Laura s'était effondré en silence. Le son de la voix de Richard devenait un bourdonnement lointain, les couleurs du salon semblaient se ternir.
Elle sentait le regard de la gouvernante sur elle, un mélange de pitié et de gêne qui la brûlait plus encore que la haine. Son esprit, en état de choc, se raccrochait à des détails absurdes. Une légère éraflure sur le pied de la table basse, une tache de thé à peine visible sur le tapis persan, le tic-tac régulier de l'horloge de son grand-père qui continuait de marquer le temps, indifférent au drame qui se jouait. Puis son regard se posa sur le grand portrait de son père, accroché au-dessus de la cheminée. Il la regardait avec ce sourire bienveillant qu'elle connaissait si bien, et dans le tumulte de sa douleur, une de ses phrases lui revint en mémoire. Une phrase prononcée des années plus tôt, lorsqu'il lui avait offert cette maison. « Ceci, ma fille, c'est ta sécurité. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais te l'enlever. » À cet instant, ces mots n'étaient qu'un écho douloureux, une promesse brisée. Elle ne savait pas encore qu'ils étaient en réalité une prophétie, une arme qui dormait en silence. Les mains tremblantes, elle monta à l'étage pour faire une valise, sous le regard amusé de Richard et Julie qui s'étaient installés dans les fauteuils du salon, sirotant le champagne qu'il avait fait apporter pour célébrer leur nouvelle vie. Chaque objet qu'elle touchait semblait lui crier son impuissance. Que prendre, que laisser. Elle emballa machinalement quelques vêtements, des albums photos que les enfants aimaient regarder, et les bijoux de sa mère, les seules choses qui lui semblaient encore réellement lui appartenir. Elle laissa derrière elle les robes de soirée, les cadeaux de son mari, tous les symboles de cette vie opulente qui n'était qu'une illusion. En redescendant, sa valise à la main, elle passa devant eux sans un mot. Richard ne se leva même pas. Il leva simplement sa coupe dans un toast silencieux et moqueur. « N'oublie pas de laisser les clés sur la console, Laura. Nous allons changer les serrures demain, » lança-t-il, comme une dernière pichonnette. C'était son dernier acte de domination, la confirmation qu'elle n'était plus rien, une simple occupante sans droit ni titre, expulsée de son propre royaume. Elle obéit, posa les clés, et sortit dans le froid, laissant derrière elle sa vie entière. Mais ce que Richard, dans son arrogance infinie, n'avait pas vu, ce n'étaient pas les larmes qui perlaient aux yeux de Laura, c'était la lueur qui s'était allumée au plus profond de son regard au moment où elle avait creusé le portrait de son père. Une lueur de mémoire, puis de compréhension, et enfin de résolution. En quittant la maison ce jour-là, elle n'était pas seulement une victime anéantie, elle était une femme qui venait de se souvenir d'un secret enfoui, d'un détail juridique que son mari, dans sa course effrénée vers la richesse et le pouvoir, avait jugé insignifiant et avait fini par oublier. Ce calme qui habitait Laura de semaines que tard sur le perron n'était donc pas de la résignation, mais le fruit d'une préparation méthodique, menée dans l'ombre avec une précision chirurgicale. Elle avait pleuré, oui, mais ses larmes avaient rapidement séché pour laisser place à une colère froide et à une stratégie implacable. Richard croyait avoir orchestré une prise de pouvoir, mais il n'avait fait que réveiller la véritable propriétaire des lieux. Et l'heure de la restitution avait sonné. Leur histoire avait commencé comme un conte de fées moderne, une alliance parfaite entre l'ancien monde et le nouveau. Laura était l'héritière d'une famille parisienne dont le nom résonnait encore dans les cercles les plus fermés, une lignée dont la richesse se mesurait en patrimoine et en réputation plutôt qu'en liquidité. Richard, lui, était l'incarnation de l'ambition pure, un jeune homme venu de Provence, l'esprit vif et le regard brûlant de la volonté de conquérir la capitale. Elle avait été séduite par son énergie dévorante, cette confiance en soi qui semblait capable de déplacer des montagnes. Lui avait été fasciné par sa grâce, son élégance naturelle, et surtout par le prestige que son nom pouvait lui conférer. Leur amour au début semblait sincère, une fusion harmonieuse entre la tradition qu'elle représentait et l'avenir qu'il promettait de bâtir. Sa famille, méfiante au départ face à cet homme sans passé, avait fini par céder devant l'évidence de leur attachement. Laura, amoureuse et confiante, voyait en Richard non pas un opportuniste, mais un partenaire avec qui elle allait construire une vie, sans se douter que pour lui, elle était avant tout la clé ouvrant la porte d'un monde qui lui était jusqu'alors accessible. Le cadeau de mariage de son père fut bien plus qu'un simple présent. C'était un acte de prévoyance, une forteresse de pierre et de souvenirs destinée à protéger sa fille unique. Dans le bureau feutré de Maître Dubois, le notaire de la famille depuis 3 générations, le vieil homme avait été très clair. Il ne s'agissait pas d'un don au jeune couple, mais d'une donation exclusive, irrévocable, faite à Laura seule. « Cette maison, ma chérie, est ton ancre », lui avait-il dit, en lui tendant le stylo pour signer l'acte. « Les hommes et les fortunes peuvent changer, mais ces murs te protégeront toujours. C'est ton héritage, ta sécurité. » Richard, présent ce jour-là, avait assisté à la scène avec un sourire un peu distrait. Trop occupé à imaginer les réceptions grandioses qu'il y donnerait, il n'avait vu dans cette procédure qu'une charmante formalité désuète, typique de la vieille bourgeoisie. Il avait paraphé quelques documents en tant que futur époux, sans vraiment lire les clauses, pressé de prendre possession non pas des titres de propriété, mais du capital social que cette adresse prestigieuse représentait. Il venait, sans le savoir, de signer un document qui causerait sa chute 20 ans plus tard. Les premières années de leur mariage furent un tourbillon d'efforts et de succès partagés, du moins en apparence. Laura, renonçant à ses propres ambitions professionnelles dans le monde de l'art, se consacra corps et âme à la transformation de la demeure familiale et à l'ascension de son mari. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était sa stratège sociale, son ambassadrice silencieuse. Elle orchestra des dîners où se pressait le tout Paris des affaires, utilisant son carnet d'adresses et son sang signé de l'hospitalité pour ouvrir à Richard des portes qui lui seraient restées fermées.
Chaque détail, du choix des vins à la disposition des invités, était pensé pour polir son image, pour faire de cet homme brut de décoffrage un personnage respectable et fréquentable. Pendant qu'il brillait en concluant des contrats, elle œuvrait dans l'ombre, gérant la maison, élevant leurs 2 enfants et tissant la toile de relation qui fut le véritable fondement de son empire naissant. Elle était la partenaire invisible, l'architecte de sa respectabilité. Une contribution qu'il considérait comme normale, comme indue, et qu'il ne tardait pas à oublier. Et c'est précisément ce genre d'histoire, où une personne dévouée est peu à peu effacée par l'arrogance de celui ou celle qu'elle a aidé à s'élever, que nous aimons raconter sur cette chaîne. Si vous aussi vous trouvez une satisfaction profonde à voir la justice triompher et les masques tomber, alors vous êtes au bon endroit. Nous vous invitons à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui apprécie les récits de revanche élégante. Car l'histoire de Laura ne fait que commencer, et la chute de Richard sera à la mesure de l'ingratitude dont il a fait preuve. La fortune qu'il a amassée l'a rendu aveugle, le succès lui est monté à la tête, et il a commencé à croire à sa propre légende, celle de l'homme qui s'est fait tout seul. Il a progressivement réécrit leur histoire commune, s'attribuant chaque victoire, chaque succès. La maison, héritage de la famille de Laura, devint dans ses discours ma résidence principale. Les contacts qu'elle lui avait présentés devinrent mon réseau. Lentement mais sûrement, il la réduisait à un simple accessoire décoratif dans le théâtre de sa réussite. Cette transformation insidieuse fut encouragée par la propre famille de Richard, et en particulier par sa mère, une femme dure qui n'avait jamais pardonné à Laura sa naissance privilégiée. Elle voyait en sa belle-fille une rivale symbolique, la représentante d'un monde qu'il avait toujours méprisé. À chaque nouvelle réussite de son fils, elle ne manquait jamais une occasion de lui souffler à l'oreille qu'il avait désormais dépassé les origines de sa femme, qu'il méritait quelqu'un de plus moderne. Un homme de ta stature a besoin d'une femme qui brille à ses côtés, pas d'une gardienne de musée qui passe ses journées à s'occuper de vieilles pierres, lui répétait-elle. Ces paroles toxiques étaient un poison lent qui s'infiltrait dans l'esprit de Richard, validant son mépris grandissant. Il commençait à voir Laura non plus comme la partenaire de ses débuts, mais comme un vestige de son passé, un boulet qu'il traînait et qui l'empêchait d'accéder au statut supérieur auquel il aspirait désormais. L'isolement de Laura était complet. Elle était devenue une étrangère dans sa propre maison, entourée d'une belle famille qui attendait sa chute avec impatience. Le fossé entre eux se creusa jusqu'à devenir un abîme. Richard était de moins en moins présent, prétextant des voyages d'affaires qui se prolongeaient et des réunions tardives. Quand il était là, son esprit était ailleurs, captif de son smartphone, des cours de la bourse et des conversations cryptiques avec des associés dont Laura ne connaissait même pas les noms. La grande demeure, autrefois le cœur vibrant de leur famille, devint pour elle une prison dorée, silencieuse et froide. Ses tentatives de dialogue se heurtaient à un mur d'indifférence ou d'agacement. Ses inquiétudes sur leur couple étaient balayées d'un revers de main, qualifiées de caprices de femme désœuvrée. Il la faisait se sentir insignifiante, la traitant avec la condescendance d'un maître envers un serviteur un peu lent d'esprit. Chaque jour, il lui retirait un peu plus de sa confiance en elle, la convainquant que sans lui, elle n'était rien. Il la dépouillait de son identité, la réduisant au rôle de simple intendante d'une propriété qu'il considérait désormais comme la sienne, un trophée de plus à sa collection. Puis, Julie est entrée en scène. Elle n'était pas la première aventure de Richard, Laura le savait, mais elle était différente. Julie était le miroir parfait de ce que Richard était devenu. Jeune, ostentatoire, obsédée par l'argent et les apparences. Elle ne voyait pas l'homme qu'il avait été, mais le maniaque qu'il était devenu, et elle vénérait son pouvoir et sa fortune avec une dévotion sans faille. Pour Richard, cette adoration était une drogue. Julie validait son nouveau statut. Elle était le symbole vivant de sa réussite, une preuve éclatante qu'il pouvait tout s'offrir, y compris une femme plus jeune et plus décorative que la sienne. Il ne prit même pas la peine de dissimuler leur liaison. Au contraire, il l'a mis en scène, multipliant les apparitions publiques à ses côtés, offrant des cadeaux extravagants qu'il laissait négligemment traîner. C'était une torture psychologique, une campagne d'humiliation méthodique, conçue pour pousser Laura à bout, pour la forcer à partir d'elle-même, afin qu'il puisse conserver le beau rôle, celui du mari abandonné par une femme qui n'avait pas su s'adapter à son succès. La cruauté de Richard atteignit des sommets qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Il ne se contentait plus de l'ignorer, il cherchait activement à la blesser, à la rabaisser devant les autres. Lors d'un dîner avec des amis, il avait comparé sa passion pour l'histoire de l'art à un passe-temps pour retraités, avant d'ajouter en regardant Julie avec un clin d'œil « Heureusement, certaines femmes ont des ambitions plus rentables ». Il commença à redécorer certaines parties de la maison sans même la consulter, remplaçant les meubles de famille qu'elle chérissait par des pièces de designer froides et impersonnelles, choisies par sa maîtresse. C'était une manière de marquer son territoire, d'effacer méthodiquement toute trace de l'âme qu'elle avait insufflée à ces lieux. Chaque objet remplacé était un morceau de son histoire qu'on lui arrachait. Il voulait la déposséder de son passé, la faire sentir comme une simple locataire en sursis, avant de la chasser définitivement. La maison devenait le champ de bataille de leur guerre froide, et chaque changement de décoration était une offensive.
L'étape suivante de son plan fut de l'asphyxier financièrement. Lui qui avait toujours vanté leur équipe, leur partenariat, prit soudainement le contrôle total de leurs finances. Les comptes joints furent vidés et clôturés sans prévaillis. À la place, il mit en place un virement mensuel sur le compte personnel de Laura, une pension dont il avait fixé le montant unilatéralement, lui expliquant que c'était amplement suffisant pour ses petits besoins. Elle, qui n'avait jamais eu à se soucier de l'argent, se retrouva soudain traitée comme une employée, une dépendante. C'était l'arme ultime pour la neutraliser. En la privant de toute ressource financière, il s'assurait qu'elle ne pourrait ni engager un bon avocat, ni même trouver un logement décent si elle décidait de partir. Il la voulait acculée, terrifiée, privée de toute option. Il construisait sa cage barreau par barreau, certain que lorsqu'il ouvrirait la porte, elle serait trop affaiblie pour s'envoler. Il ne réalisait pas que la cage elle-même lui appartenait. Une semaine avant le jour fatidique où il la chasserait, Laura tenta une dernière fois de faire appel à l'homme qu'elle avait aimé. Leurs enfants étaient en pension, la maison était silencieuse. Elle lui parla de leur début, des sacrifices qu'elle avait faits, des rêves qu'ils partageaient. Elle le supplia de penser à leur famille, à l'héritage qu'il laisserait. La réponse de Richard fut d'une froideur assassine, chaque mot pesait pour anéantir ce qui lui restait de dignité. « Notre famille, notre héritage, laisse-moi rire, Laura », lança-t-il, son visage déformé par le mépris. « C'est mon héritage, mon empire, c'est moi qui ai tout construit. Toi, tu n'as fait que profiter. Tu as apporté dans ce mariage une vieille bicoque poussiéreuse et un nom de famille. J'ai transformé cette ruine en balai et j'ai donné de la valeur à ton nom. Ne l'oublie jamais, tu me dois tout. » Ce fut la dernière conversation. À cet instant, Laura comprit qu'il n'y avait plus rien à sauver. Il avait non seulement oublié la vérité, mais il l'avait remplacée par un mensonge si énorme qu'il y croyait lui-même. La guerre était inévitable. L'humiliation suivante fut orchestrée avec une cruauté théâtrale, conçue pour la briser non seulement en privé, mais aussi socialement. Richard organisa une réception intime, un dîner pour célébrer un nouveau départ. Il y convia leur cercle d'amis le plus proche, ceux-là même qui avaient assisté à leur mariage 20 ans plus tôt. Laura, un peu sous le choc, fut sommée d'erreurs présentes, sous le prétexte fallacieux de présenter une séparation civilisée. Le véritable objectif se révéla au dessert. Richard se leva, une coupe de champagne à la main, et après un discours mielleux sur l'importance de suivre son cœur, il se tourna vers Julie. « Pour marquer ce nouveau chapitre, j'ai un cadeau pour toi, mon amour », annonça-t-il. Il lui tendit alors une boîte en velours bleu qui ne contenait pas un bijou, mais une clé dorée. « Bienvenue chez toi », murmura-t-il, assez fort pour que toute la table entende. Le silence fut glacial, mais personne n'osa protester. Les invités détournèrent le regard, gênés, tandis que Julie, rayonnante de triomphe, embrassait Richard passionnément. Laura, assise à la même table, devint invisible, une statue de sel au milieu d'une célébration obscène de sa propre déchéance. Elle venait d'assister, impuissante, au don symbolique de sa propre maison à sa remplaçante. Ayant conquis le territoire domestique, Richard entreprit de détruire les derniers vestiges de l'identité de Laura en dehors de la maison. Avant son mariage, elle avait travaillé dans une galerie d'art renommée, un poste qu'elle avait quitté à contre-cœur pour se consacrer à sa famille. Elle y avait gardé des contacts, une réputation, un monde à elle. Richard le savait. D'un simple appel téléphonique à un membre du conseil d'administration de la galerie, dont il était devenu un important mécène, il orchestra son anéantissement professionnel. Le lendemain, Laura reçut un courriel glacial de son ancien directeur. Il lui expliquait, avec des circonvolutions embarrassées, que la galerie prenait une nouvelle direction artistique et que son style, jugé trop classique, ne correspondait plus à leur image de marque. C'était un mensonge transparent, une exécution commanditée. En quelques lignes, Richard venait de lui interdire l'accès à son unique refuge, à ce monde où elle existait encore par elle-même, pour ses compétences et sa passion. Il ne se contentait pas de la chasser de sa maison, il brûlait tous les ponts derrière elle, s'assurant qu'elle n'ait nulle part où aller, personne vers qui se tourner, la condamnant à un exil total. La famille de Richard, qui ne l'avait jamais véritablement accepté, se délecta de sa chute. Sa belle-mère organisa un déjeuner dominical, une tradition familiale, et insista pour que Laura soit présente, pour le bien des enfants, bien que ceux-ci fussent absents. Ce fut une séance de torture psychologique. Assise à cette table où elle avait tant de fois tenté de se faire une place, elle fut traitée avec une pitié condescendante qui était pire que la haine. Les conversations tournaient tout autour de la nouvelle vie de Richard, de l'énergie et de la modernité que Julie apportait. Sa belle-sœur la questionna à voix haute sur ses projets, d'un ton qui insinuait qu'elle n'en avait aucun. Le coup de grâce vint de sa belle-mère. En servant le dessert, elle posa une main faussement compatissante sur l'épaule de Laura et déclara, à l'attention de toute la tablée, « Il faut comprendre, Richard, un homme de sa trempe ne peut pas se permettre d'être freiné par quelqu'un qui refuse d'évoluer. Certains sont faits pour conquérir le monde, d'autres pour regarder les trains passer. » Chaque mot était une pierre, chaque regard complice échangé autour de la table la lapidait en silence. Elle était officiellement devenue le passé, l'erreur, le poids mort dont on s'est débarrassé avec soulagement. Le sacrilège ultime eut lieu quelques jours plus tard. En faisant du tri dans ce qui était autrefois leur chambre, Julie tomba sur un petit coffret à bijoux que Laura, dans sa précipitation, avait oublié. À l'intérieur se trouvait son alliance, une simple bague en platine, un modèle classique hérité de sa grand-mère.
Julie la sortit avec un air de curiosité méprisante et la glissa à son doigt. « Oh, regarde chérie, comme c'est sobre !» lança-t-elle à Richard qui entrait dans la pièce. « C'est presque touchant de simplicité. » Elle examina la bague sous la lumière, un sourire moqueur aux lèvres, comme si elle tenait une antiquité sans valeur. Richard, loin de la réprimander, éclata de rire. Il s'approcha, prit la main de Julie et retira l'alliance avec dédain. « Ne pollue pas tes jolis doigts avec ça, dit-il. Je t'offrirai un diamant si gros qu'il éclipsera la lune. Ce genre de relique appartira à un musée ou à la poubelle. » Il laissa tomber la bague sur la moquette, où elle atterrit avec un bruit mat et dérisoire. 20 ans d'un serment, d'une promesse, d'une vie partagée, venaient d'être piétinés et réduits à un vulgaire déchet sous les yeux amusés de sa nouvelle conquête. Le week-end suivant, Richard organisa une grande fête dans le jardin pour célébrer l'anniversaire d'un de ses associés. Laura fut convoquée, non comme invitée, mais comme une présence fantomatique et nécessaire pour maintenir une façade de normalité auprès de certains invités plus conservateurs. Son rôle fut rapidement défini, non par des mots, mais par des actes. Alors que le champagne coulait à flot et que les rires fusaient, la sœur de Richard s'approcha d'elle, un enfant pleurnichon à la main. « Laura, tu veux bien t'occuper de Léo un instant? Nous avons une discussion d'adultes. » lui lança-t-elle sans même attendre de réponse. Plus tard, ce fut Julie elle-même qui, passant à côté d'elle avec un groupe d'amis, lui tendit sa coupe vide sans un regard. « À la cuisine, s'il vous plaît, dit-elle d'un ton neutre, celui que l'on emploie avec le personnel. » Laura se figea, la coupe à la main. Autour d'elle, personne ne semblait remarquer l'humiliation. Elle n'était plus la maîtresse de maison, ni même une parente. Elle avait été rétrogradée au rang de gouvernante invisible, de baby-sitter gratuite, une simple commodité au service du confort des nouveaux maîtres des lieux. Sa présence n'était tolérée que pour sa fonctionnalité. La campagne de dénigrement public se poursuivit lors d'un gala de charité, l'un de ces événements où le paraître est tout. Richard y arriva au bras de Julie, qui portait une robe spectaculaire et des bijoux prêtés par un grand joaillier. Il la présentait à tous comme sa compagne, son avenir. Laura était également présente, invitée par le comité d'organisation dont elle faisait partie depuis des années. Lorsqu'un vieil ami de la famille s'approcha pour prendre de ses nouvelles, l'air visiblement inquiet, Richard s'interposa avec une sollicitude calculée. « Il faut être indulgent avec Laura », dit-il à voix basse, mais suffisamment fort pour être entendu. « Elle traverse une période difficile, un peu dépressive. Le succès peut être une pression écrasante pour certains. Elle a besoin de beaucoup de repos. » Il lui caressa l'épaule avec une fausse tendresse, la dépeignant comme une femme fragile, instable, incapable de faire face à la réalité. C'était une manœuvre brillante et perverse. Il la discréditait par avance, transformant sa douleur légitime en symptôme de faiblesse psychologique, s'assurant que personne ne prendrait jamais son parti ou ne croirait sa version des faits. Il la faisait passer pour folle. Le coup de grâce fut financier, porté avec la précision froide d'un comptable. Un matin, Laura reçut une notification de sa banque. Le virement mensuel que Richard lui faisait avait été drastiquement réduit, divisé par 4. Confuse, elle l'appela. Sa réponse fut d'une logique implacable et cruelle. « J'ai simplement ajusté la somme à tes nouveaux besoins », expliqua-t-il, sa voix dénuée de toute émotion. « Tu n'as plus à gérer l'entretien d'une grande maison, les salaires du personnel ou les frais de réception. Ce que je te laisse est amplement suffisant pour louer un petit studio en banlieue et faire tes courses. Il faut être réaliste, Laura. Ton train de vie a changé. » C'était la dernière étape de son plan. Après l'avoir dépouillée de son foyer, de sa dignité et de sa réputation, il la condamnait à la précarité. Il voulait s'assurer qu'elle n'ait aucune ressource pour se défendre, aucun moyen de se reconstruire. Il la voulait à sa merci, dépendante de ses aumônes, une femme brisée, contrainte d'accepter n'importe quelle miette qu'il daignerait lui jeter. Il serrait l'étau, certain de son impunité totale. Ce soir-là, Laura toucha le fond. Réfugiée dans une chambre d'hôtel impersonnelle, payée avec le peu d'argent qu'il lui restait, elle se sentit sombrer dans un abîme de désespoir. Toutes les humiliations des dernières semaines se rejouaient en boucle dans son esprit. Le sourire triomphant de Julie, le mépris de sa belle-mère, l'alliance jetée sur le sol, sa propre image réduite à celle d'une servante, d'une folle. Elle se regarda dans le miroir et ne vit qu'une étrangère aux yeux cernés, une femme effacée, vidée de sa substance. La honte la submergeait, une vague brûlante qui lui donnait envie de disparaître. Richard avait gagné. Il avait réussi à la convaincre qu'elle n'était rien, qu'elle n'avait jamais rien été sans lui. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique, une oppression dans sa poitrine qui lui coupait le souffle. L'idée d'abandonner, de simplement cesser de se battre, lui parut soudain douce et apaisante. À quoi bon lutter quand on vous a déjà tout pris? Elle s'effondra sur le lit, le visage enfoui dans l'oreiller, laissant échapper un sanglot silencieux, le son d'une âme qui se brise. Mais au plus profond de ce désespoir, alors que tout semblait perdu, quelque chose d'inattendu se produisit. Machinalement, ses doigts trouvèrent dans son sac le seul objet qu'elle avait tenu à emporter, un petit médaillon en argent que son père lui avait offert pour ses 18 ans. En le serrant dans sa paume, une image fulgurante traversa son esprit. Le visage de son père, le jour où il lui avait remis les clés de la maison.
Il ne souriait pas seulement, il y avait dans son regard une lueur de fierté, mais aussi de gravité, comme s'il lui confiait un trésor bien plus précieux de la pierre. Et ces mots lui revinrent, non plus comme un souvenir douloureux, mais comme une instruction, un ordre murmuré à travers le temps. Ceci, ma fille, c'est ta sécurité. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais te l'enlever. Une étincelle s'alluma dans les ténèbres de son esprit. Ce n'était pas une promesse en l'air, c'était un fait, une réalité juridique. L'humiliation et la douleur se muèrent soudain en une colère froide, lucide et puissante. Richard n'avait pas seulement bafoué leur mariage, il avait profané un héritage, un sanctuaire bâti pour la protéger, et il avait commis une erreur monumentale. La transformation fut instantanée et silencieuse. Les larmes cessèrent de couler. Laura se redressa lentement, le dos droit, le médaillon toujours serré dans sa main comme un talisman. Le brouillard de la confusion et du chagrin se dissipa, laissant place à une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle n'était pas une victime, elle était gardienne d'une promesse. Le pouvoir de Richard était une illusion, un château de cartes bâti sur l'argent et l'intimidation. Son pouvoir à elle était inscrit dans la loi, gravé dans le marbre d'un acte notarié. Il l'avait sous-estimée, la considérant comme un simple accessoire décoratif, oubliant qu'elle était l'héritière, la véritable fondation sur laquelle il avait bâti son empire social. Elle se leva, se dirigea vers le téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur, celui du cabinet de Maître Dubois, le notaire de sa famille, l'homme qui avait été le témoin de la prévoyance de son père. Sa voix, quand elle parla, n'était plus celle d'une femme brisée. Elle était calme, posée et déterminée. « Maître Dubois, c'est Laura. Je crois qu'il est temps de relire ensemble à un certain acte de donation. » La guerre n'était pas finie. Elle venait de changer de camp. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain matin. Maître Dubois, dont la voix au téléphone n'avait pas changé en 20 ans, un timbre grave et rassurant qui semblait porter en lui le poids de générations de secrets de famille, n'avait pas posé aucune question superflue. Il avait simplement dit « Venez Laura, je vous attendrai ». Ce simple acquiescement fut pour elle le premier rayon de lumière perçant les ténèbres. En raccrochant, elle sentit une force nouvelle irriguer ses veines. Ce n'était plus seulement l'écho de la promesse de son père, mais la certitude d'avoir un allié, un gardien de la vérité qui n'avait jamais été corrompu par l'éclat trompeur de la fortune de Richard. Elle passa le reste de la nuit non pas à pleurer, mais à se remémorer chaque détail, chaque conversation, chaque document signé au fil des années. Son esprit, longtemps anesthésié par le confort et la routine, se réveillait, devenant une arme à fêter. Elle ne se préparait pas à une supplique, mais à une consultation stratégique. Le temps de la faiblesse était révolu. L'heure de la lucidité avait sonné, et chaque minute qui la séparait de son rendez-vous était une minute de reconquête intérieure. L'étude de Maître Dubois était un sanctuaire hors du temps, niché dans un immeuble haussmannien du quartier latin. L'odeur de cire d'abeille, de cuir ancien et de papier jauni flottait dans l'air, un parfum de permanence et de tradition qui contrastait violemment avec les bureaux en verre et en acier de l'empire de Richard. Ici, les secrets n'étaient pas stockés sur des serveurs, mais dans des classeurs reliés de cuir, alignés sur des étagères en chêne qui montaient jusqu'au plafond. Maître Dubois l'accueillit avec une courtoisie solennelle, son regard perçant décelant à une fraction de seconde la femme brisée, mais aussi la combattante qui émergeait. Il ne lui offrit pas de fausses condoléances, mais l'invita à s'asseoir dans un profond fauteuil Chesterfield qui avait vu défiler des générations de sa famille. Pour la première fois depuis des semaines, Laura se sentit en sécurité, non pas protégée par des murs, mais par la loi immuable et la loyauté d'un homme qui servait la justice, et non l'épuisant du moment. Cet endroit était l'antithèse de son mari. Il était bâti sur l'histoire, non sur l'opportunisme. Sans un mot, Maître Dubois se dirigea vers un coffre-fort dissimulé derrière une tapisserie ancienne. Il en sortit un porte-document en cuirisé, le même que son père tenait le jour de la signature. Avec une lenteur presque liturgique, il en extirpa une liasse de papiers agrafés par un ruban tricolore délavé. C'était l'acte de donation. Il le posa sur le bureau entre eux, la première page tournée vers elle. Ses yeux parcoururent les lignes calligraphiées, mais ce furent les mots du notaire qui firent résonner vérité. Clause numéro 3, commença-t-il d'une voix claire. La présente donation est consentie à mademoiselle Laura de Valois, à titre personnel et exclusif. Ce bien immobilier constitue un bien propre qui n'entrera en aucun cas dans la communauté de biens futurs, quel que soit le régime matrimonial adopté. Il fit une pause, la laissant absorber la puissance de ces quelques mots. En termes simples, Laura, Richard n'a jamais possédé la moindre pierre de cette maison. Il n'a jamais été rien de plus qu'un invité. Un invité que vous êtes parfaitement en droit, aujourd'hui, de ne plus vouloir recevoir. Une vague de vertige et de soulagement la submergea. Ce n'était donc pas un rêve, pas un souvenir déformé par le chagrin. C'était la réalité, écrite, signée, scellée. Mais comment a-t-il pu l'oublier? Comment a-t-il pu être si aveugle? Murmura-t-elle, encore incrédule. Maître Dubois esquissa un sourire triste. L'arrogance, mon enfant. L'arrogance est le plus puissant des hallucinogènes. Richard est un homme du présent, un homme de flux financier, de contrats qui se signent et se déchirent en quelques mois. Pour lui, un document vieux de 20 ans, qui parle d'héritage et de lignée, n'a aucune valeur. C'est de la vieille France comme il aime à le dire. Il a vu la maison non pas comme un bien immobilier avec un titre de propriété, mais comme un décor, une scène pour son théâtre social. Il a confondu l'usage et la possession. Dans son esprit, parce qu'il payait des factures et organisait les réceptions, la maison lui appartenait. Il a méprisé l'origine de ce pouvoir, au point d'oublier qu'il ne lui avait jamais appartenu.
Sa suffisance est sa plus grande faiblesse, et ce sera notre plus grande force. La guerre n'était pas finie. Elle venait de changer de camp. La conversation changea alors de nature. Le passé était clarifié. Il fallait maintenant construire l'avenir. Maître Dubois ôta ses lunettes, son regard se faisant plus direct, plus stratégique. Nous n'allons pas nous engager dans une procédure de divorce interminable, où il tentera de tout noyer sous des montagnes d'argent et de mensonges, déclara-t-il. Nous allons agir vite, proprement et légalement. C'est une opération de reconquête, pas une négociation. La première étape est d'obtenir une copie certifiée conforme de cet acte et du relevé de propriété actuel au service de la publicité foncière. Cela prouvera que vous êtes, à cette heure précise, l'unique propriétaire. Ensuite, nous mandaterons un commissaire de justice pour lui signifier une sommation de quitter les lieux sous 24 heures. Et pour garantir que l'opération se déroule sans incident, nous engagerons une société de sécurité privée, discrète mais ferme. Il ne s'agit pas de vengeance, Laura. Il s'agit de faire respecter la loi et de restaurer votre droit. Le plan était là, simple, élégant et implacable. Une lame chirurgicale prête à exciser une tumeur. Laura écoutait, fascinée par la clarté et la précision de ce stratagème. La femme passive qui subissait les humiliations s'effaçait à chaque mot du notaire. Une nouvelle Laura prenait sa place, une femme qui comprenait soudain que la véritable puissance ne résidait pas dans les cris et les démonstrations de force, mais dans la maîtrise silencieuse des faits et du droit. Elle se redressa dans son fauteuil, son regard brillant d'une lueur nouvelle. « Et les serrures ?» demanda-t-elle, sa voix étonnamment stable. « Il a dit qu'il les changerait. Nous devons prévoir un serrurier. » Maître Dubois hocha la tête, un éclair d'admiration dans les yeux. Il voyait qu'elle n'était plus une cliente passive, mais une partenaire dans l'élaboration du plan. C'est exact, tout sera coordonné pour le même jour, la même heure. Il ne doit y avoir aucune faille. Richard doit être confronté à un mur de légalité si solide qu'il ne pourra ni le contourner ni le briser. Il doit comprendre en un instant qu'il a perdu la partie avant même de savoir qu'elle avait commencé. Pour la première fois, un sourire se dessina sur les lèvres de Laura. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de détermination pure. Les 2 semaines qui suivirent furent un balai secret d'une efficacité redoutable. Tandis que Richard et Julie s'affichaient dans les pages mondaines, photographiés lors de vernissages ou de dîners de gala, se pavant dans la maison comme des monarques sur leur terre conquise, Laura opérait depuis l'ombre. Elle passait ses journées dans un petit bureau que Maître Dubois avait mis à sa disposition, devenant le quartier général de sa contre-offensive. Elle signa des procurations, validait des devis et choisit personnellement les agents de sécurité, optant pour une équipe d'anciens militaires dont le calme imposant était plus dissuasif que n'importe quelle menace. Chaque démarche administrative, chaque appel téléphonique était une pierre de plus ajoutée à la forteresse qu'elle construisait autour de son droit. Elle agissait avec une précision méthodique, une concentration absolue qui canalisait toute sa douleur et sa colère en énergie constructive. Elle ne pensait plus à l'humiliation passée, mais seulement à l'exécution parfaite du plan. Richard, lui, ne remarqua rien. Trop occupé à célébrer sa victoire, il ne vit pas le piège se refermer. Le matin du jour J, Laura se prépara avec le calme d'un soldat avant la bataille. Dans la penderie de l'appartement prêté par le notaire, elle sortit le tailleur-pantalon d'un blanc immaculé qu'elle avait acheté la veille. Ce n'était pas un choix anodin. Le blanc n'était pas la couleur du deuil, mais celle de la pureté, de la légitimité, d'un nouveau départ. C'était l'armure de la vérité. En s'habillant, elle se regarda dans le miroir. La femme fatiguée et cernée avait disparu. À sa place se tenait une reine reprenant son trône. Elle ne ressentait ni haine ni angoisse, mais une profonde sérénité. Elle n'allait pas là-bas pour se venger, mais pour rétablir un ordre qui avait été bafoué. Elle allait honorer la mémoire de son père, non pas des larmes, mais par un acte de courage. Elle prit la grande enveloppe Kraft contenant les documents qui étaient à la fois son bouclier et son épée. Puis elle quitta l'appartement, descendit dans la rue où l'attendait une voiture sobre. Les 2 agents de sécurité, déjà présents, lui ouvrirent la portière en silence. Le cortège s'ébranla, en direction de sa maison. Pendant que Laura tissait sa toile dans le silence feutré du cabinet de Maître Dubois, Richard, lui, célébrait sa victoire avec une arrogance assourdissante. Sa vie était une fête perpétuelle, un spectacle de puissance dont Julie était la nouvelle vedette. Il avait déjà enclenché la procédure de divorce, donnant des instructions claires à ses avocats, être impitoyable. Je veux qu'elle parte avec le strict minimum légal. Elle a vécu comme une reine pendant 20 ans sur mon dos. Il est temps qu'elle redescende sur terre, avait-il ricané lors d'une conférence téléphonique, tout en admirant Julie qui essayait un collier de diamants devant un miroir du grand salon. Pour lui, la partie était gagnée, l'affaire classée. Il passait ses journées à planifier l'avenir, un avenir où Laura n'était plus qu'un mauvais souvenir, une note de bas de page dans la biographie d'un Tito. Il parlait déjà de leur mariage prochain avec Julie, de la vente de certaines de ses entreprises pour en acquérir de plus grandes, et de la transformation complète de la maison qu'il appelait désormais notre nouveau nid d'amour. Il était si haut sur son piédestal qu'il ne sentait pas le sol se dérober sous ses pieds. Dans le même temps, le monde de Laura était l'antithèse de ce chaos triomphant. Il était fait de silence, de concentration et de la puissance tranquille de la loi. Chaque matin, elle rejoignait Maître Dubois dans son bureau où le temps semblait s'être arrêté.
Ensemble, ils ne préparaient pas une attaque, mais une simple restauration de la vérité. Le notaire, avec une méticulosité d'horloger, avait rassemblé les pièces du puzzle. Il avait obtenu une copie certifiée conforme de l'acte de propriété auprès du service de la publicité foncière. Un document froid et administratif dont chaque ligne était une bombe à retardement pour Richard. Il avait rédigé une sommation interpellative de quitter les lieux, un texte juridique précis et incontestable qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Laura, de son côté, lisait et relisait chaque clause, non pas pour en comprendre le sens, qu'elle connaissait déjà, mais pour s'imprégner de sa force. Elle apprenait à transformer sa douleur en une énergie froide et calculée, réalisant que le véritable pouvoir ne criait pas dans les salons, mais se signait en silence sur du papier timbré, dans l'ombre respectueuse de la loi. L'univers de Richard, si hermétique à la nuance, lui offrit pourtant une chance de voir la vérité, une fissure dans sa propre certitude qu'il ignora avec un mépris souverain. Lors d'une réunion avec son équipe juridique pour préparer le divorce, son avocat principal, un jeune loup aux dents longues, souleva une question purement technique. Pour l'inventaire des biens, Richard, il nous faudrait une copie du titre de propriété de la résidence principale, juste une formalité, pour s'assurer que tout est bien enregistré au nom de la communauté. Richard le foudroya du regard, interrompant sa gorgée de café. « Vous perdez votre temps et mon argent avec des bêtises », lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Cette maison est le berceau de sa famille, elle y est entrée avec, et j'y suis entré avec elle. Depuis 20 ans, c'est moi qui paie tout, qui l'ai transformée en palais. Elle est à moi, point final. Trouvez-moi un moyen de le prouver, pas de le questionner. » L'avocat intimidé n'insista pas, rayant la ligne de sa liste de tâches. L'arrogance de Richard venait de lui faire commettre l'erreur de sa vie. Il avait ordonné à ses propres gardiens de ne pas regarder là où se trouvait le danger. Laura, quant à elle, ne se contentait pas de rassembler des armes juridiques, elle consolidait ses alliances humaines, celles que l'argent de Richard ne pouvait ni acheter ni briser. Un après-midi, elle appela Maria, la gouvernante, sur son téléphone personnel. La voix de la vieille femme était tremblante, un mélange de soulagement de l'entendre et de peur d'être surprise. Elle raconta à Laura les changements, la brutalité avec laquelle Julie traitait le personnel, et le mépris qu'elle affichait pour les objets de famille, parlant de nettoyer toute cette poussière du passé. Laura l'écouta avec une tristesse calme, puis sa voix s'essit ferme et rassurante. « Maria, tenez bon encore un peu. Je vous demande de ne rien faire, juste de prendre soin de vous. Très bientôt, les choses vont revenir à leur juste place. Personne ne vous fera de mal. » Cet appel n'était pas seulement un acte de compassion, c'était un acte de commandement. Elle ne se comportait plus en victime exilée, mais en véritable maître des lieux, s'assurant de la sécurité de ses gens avant même d'avoir physiquement repris son trône. Elle protégeait son royaume, même à distance. La profanation de ce royaume atteignait son paroxysme. Julie, se sentant toute puissante sous le regard approbateur de Richard, avait décidé d'accélérer la transformation des lieux. Elle fit venir un expert d'une grande maison de ventes aux enchères pour évaluer ce qu'elle appelait les antiquités. D'un geste dédaigneux, elle désigna le mur régence du grand Guimbert de Laura, une pièce magnifique sur laquelle des générations de sa famille s'étaient penchées. Celui-là, il prend trop de place, et il est bien trop sombre. Combien on peut en tirer ? Demanda-t-elle, déjà en train de feuilleter un catalogue de mobiles et design italien sur sa tablette. Richard, qui assistait à la scène, applaudit l'initiative. Excellente idée, mon amour. Faisons place nette. Le passé, c'est fait pour les musées. Nous vivons dans le futur. Chaque meuble mis sur la liste de vente était un morceau de l'âme d'Elora qu'il jetait aux ordures. Une profanation de sa mémoire et de celle de ses ancêtres. Il n'effaçait pas seulement un décor, il tentait d'annihiler une histoire pour la remplacer par leur version clinquante et vide de sens. Pendant que Richard et Julie liquidaient son héritage, Laura investissait dans son avenir. Maître Dubois l'avait informé de l'existence d'un petit fonds fiduciaire, créé par son père à sa naissance. Un secret bien gardé dont Richard n'avait jamais eu connaissance. Ce n'était pas une fortune, mais une somme suffisante pour lui donner les moyens de son indépendance. « Votre père était un homme prévoyant », lui avait dit le notaire avec un sourire bienveillant. Il disait toujours que la véritable autonomie d'une femme commence par un compte en banque à son sale nom. Laura utilisa une partie de cet argent avec une intelligence stratégique. Elle ne chercha pas à louer un appartement luxueux pour rivaliser avec le train de vie de Richard. Au lieu de cela, elle engagea la meilleure société de sécurité de Paris, une équipe d'anciens membres des forces spéciales réputés pour leur efficacité et leur discrétion absolue. Elle paya également les honoraires d'un des serruriers les plus réputés de la ville. Elle n'achetait pas des services, elle investissait dans l'exécution parfaite et sans faille de la reprise de son dû. Chaque euro dépensé était une brique dans le mur de la loi qu'elle érigeait autour de sa propriété. Un autre avertissement, plus formel cette fois, parvint jusqu'à la forteresse d'arrogance de Richard, mais il rebondit sur ses murs sans même laisser une égratignure. Un matin, un coursier déposa une lettre recommandée à son nom. En l'ouvrant, il découvrit un courrier à l'entête du cabinet de Maître Dubois. Le texte, courtois mais ferme, l'informait simplement que le notaire représentait désormais les intérêts de Madame Laura de Valois dans toutes les affaires relatives à son patrimoine personnel. Richard lut la lettre, un rictus de mépris se dessinant sur son visage. Il l'attendit à Julie, qui prenait son petit déjeuner au bord de la piscine. « Regarde ça, la petite souris a trouvé un vieux lion édenté pour la défendre. C'est presque mignon. Il doit croire qu'il va pouvoir négocier une pension plus confortable. » Il éclata d'un rire franc, un rire de conquérant qui ne voit dans la résistance de l'ennemi qu'un dernier soubresaut pathétique avant la défaite finale.
Sans même y penser, il utilisa la lettre pour allumer un de ses cigares cubains, regardant le papier se consumer en une fumée grise et odorante. Il venait, littéralement, de réduire en cendres la dernière main tendue avant la guerre. Les derniers jours furent consacrés aux ultimes réglages, à la synchronisation des montres avant l'assaut final. Dans le bureau de Maître Dubois, l'atmosphère était électrique, mais empreinte d'un calme solennel. Le plan était passé en revue une dernière fois. Le commissaire de justice, un homme imposant et impassible, confirma sa présence à l'heure dite. Le chef de l'équipe de sécurité détailla le protocole d'intervention, conçu pour être dissuasif mais jamais agressif. Le serrurier attendrait dans un véhicule banalisé à quelques rues de là, prêt à intervenir en moins de 5 minutes. Tout était orchestré avec une précision militaire. Maître Dubois se tourna vers Laura, lui tendant le dossier final contenant tous les originaux. « Tout est prêt, Laura. La loi est une arme puissante, mais elle est inerte. C'est à vous de la manier maintenant. » Laura prit le dossier, ses doigts se refermant sur le carton épais. Elle leva les yeux vers le notaire, et son regard n'était plus celui d'une femme cherchant de l'aide, mais celui d'une souveraine sur le point de reconquérir son royaume. « Mon père m'a toujours dit que cette maison était ma forteresse. Il est temps d'en relever le pont-levis. » Et c'est ainsi que l'on retrouve la scène qui a ouvert notre histoire, ce moment suspendu où tous les fils du passé et du futur se rejoignent sur le perron de la demeure. Le matin de ce jour décisif, Richard s'était réveillé plus confiant que jamais. Le soleil inondait la chambre à travers les immenses fenêtres et il se sentait littéralement au sommet du monde. Il avait une journée chargée, finaliser la vente d'une start-up, choisir avec Julie la couleur de leur nouvelle voiture de sport et dîner dans le restaurant le plus en vue de la capitale. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Laura enfilait son tailleur pantalon blanc, une armure de lumière et de vérité. Elle ne prit pas de petit déjeuner, se contentant d'un verre d'eau. Son estomac était noué, non par la peur, mais par l'adrénaline pure. La voiture l'attendait en bas. Le trajet se fit en silence, les rues de Paris défilant comme le décor d'une pièce dont elle était sur le point de devenir l'actrice principale. La voiture ralentit, puis s'arrêta devant le portail en fer forgé. Laura descendit, droite, déterminée, flanquée de ses 2 gardes silencieux. Elle remonta la longue allée de gravier, chaque pas résonnant comme un compte à rebours, et posa son doigt sur la sonnette. La bataille commençait. Richard, tenant toujours sa flûte de champagne comme un sceptre dérisoire, saisit l'enveloppe que Laura lui tendait. Son premier réflexe fut un ricanement intérieur, une vague de pitié amusée pour cette tentative pathétique. Il imaginait déjà le courrier d'un avocat de seconde zone, une supplique larmoyante ou une menace vide de sens. Il lança un regard méprisant aux 2 gardes de corps, puis à Laura, savourant ce qu'il croyait être son dernier acte de rébellion désespéré. « Vraiment, Laura, tu n'as pas encore compris que la partie est terminée ?» dit-il d'une voix forte, pour que Julie, qui apparaissait au sommet du grand escalier, puisse entendre. Attirée par les voix, la jeune femme descendit quelques marches, un sourire suffisant aux lèvres, prête à assister à l'humiliation finale de sa rivale. Richard, se sentant le maître de la situation, déchira l'enveloppe avec un geste théâtral, certain d'y trouver la confirmation de sa victoire totale. Il ne se doutait pas qu'il tenait entre les mains l'acte de sa propre destitution, le document qui allait rayer d'un trait 20 ans de pouvoir usurpé. Ses yeux parcoururent la première page. Le sourire arrogant se figea sur ses lèvres. Ce n'était pas la lettre d'un avocat, mais un document officiel, froid et impersonnel, frappé du sceau de la République. Une sommation interpérative de quitter les lieux. Le jargon juridique était complexe, mais le message, lui, était d'une clarté brutale. Le texte lui ordonnait, ainsi qu'à tout autre occupant, de libérer la propriété dans un délai de 24 heures, sous peine d'expulsion forcée. Son visage passa de l'amusement à l'incrédulité, puis à une colère sourde. « C'est une plaisanterie !» cracha-t-il en direction de Laura. « Tu as perdu la tête ? C'est ma maison. J'ai payé chaque brique, chaque meuble. Je vais faire radier ton avocat du barreau pour cette mascarade. » Sa main se crispa sur le papier, le froissant légèrement, comme s'il pouvait par ce simple geste en annuler la portée. Mais Laura ne réagit pas. Elle restait là, immobile, son calme olympien agissant comme un miroir qui lui renvoyait sa propre fureur impuissante. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle insulte, car il était le silence de la certitude, celui de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Derrière la sommation se trouvait un autre document, une copie certifiée conforme de l'acte de propriété. Le cœur de Richard se mit à battre plus vite, tandis que ses yeux balayaient frénétiquement le texte. Il cherchait son nom, une mention de la communauté de biens, n'importe quoi qui puisse confirmer ce qu'il avait toujours cru être une vérité absolue. Mais il ne trouva qu'un seul nom, répété en lettres pleines et déliées, celui de son épouse, Laura de Valois. La date inscrite juste en dessous était un coup de poignard, 3 mois avant leur mariage. Il lut la clause que Maître Dubois avait fait surligner, celle qui précisait que ce bien, reçu en donation de son père, constituait un bien propre, exclu de toute communauté matrimoniale future. Un froid glacial l'envahit. Un souvenir lointain et brumeux refit surface. Un bureau de notaire poussiéreux, un vieil homme au regard bienveillant, et sa propre signature, apposée à la hâte sur un document qu'il n'avait même pas pris la peine de lire, trop pressé de célébrer son entrée dans ce monde de prestige. L'arrogance l'avait rendu aveugle et amnésique. « C'est faux, un montage, une escroquerie !» hurla-t-il, la voix brisée par une panique naissante.
Il brandit les papiers comme une arme inutile. « J'ai investi des millions ici, j'ai tout payé pendant 20 ans, n'importe quel tribunal me donnera raison. » Au même instant, une berline noire s'arrêta derrière la voiture de Laura. Maître Dubois en sortit, la démarche lente et lessurée, son costume sombre contrastant avec le tailleur blanc de sa cliente. Il monta les marches sans précipitation. « Il n'y aura pas besoin de tribunal, monsieur Fournier », déclara le notaire d'une voix posée mais tranchante, qui couvrit sans effort les éclats de Richard. « La loi est formelle. Vous avez résidé dans cette demeure en tant qu'invité de madame. Votre autorisation de séjour vient de lui être retirée. Vous êtes désormais un occupant sans droit ni titre. » Julie, qui avait fini par descendre, saisit le bras de son amant, le visage déformé par l'incompréhension et une peur grandissante. « Richard, qu'est-ce qu'il raconte? Fais quelque chose, dis-leur de partir », exigea-t-elle, sa voix devenant stridente. La confrontation, juste alors confinée au perron, devint soudain un spectacle public. Un voisin sorti promener son chien, s'arrêta net, fasciné. Le livreur d'un service de course en ligne marqua une pause, le nez collé à la vitre de sa camionnette. Richard sentit le poids de ses regards curieux. Son image d'homme tout-puissant se fissure en direct sous le soleil de l'après-midi. Se tournant vers Maître Dubois avec une fureur renouvelée, il tenta une dernière manœuvre d'intimidation. « Je vois clair dans votre jeu, vieux manipulateur. C'est une tentative d'extorsion. Dites-moi combien elle veut. Donnez-moi un chiffre et finissons-en. » Le notaire ne s'illa pas. « Madame ne souhaite pas votre argent, monsieur. Elle souhaite récupérer sa maison. Et je suis ici pour m'assurer que la restitution se fasse dans le calme. Le serrurier arrivera dans 10 minutes pour changer toutes les serrures. Je vous conseille de commencer à rassembler vos effets personnels. Mes clients, dit-il en désignant les deux gardes, se feront un plaisir de vous aider à les déposer sur le trottoir. » Le mot « trottoir » résonna dans le hall luxueux comme une insulte suprême, une sentence de déchéance sociale. Le visage de Julie se décomposa. Le château de conte de fées s'effondrait autour d'elle. Cette maison était son trophée, la preuve tangible de sa victoire sur Laura, le symbole de son nouveau statut. Sans elle, Richard n'était plus qu'un homme riche empêtré dans un divorce sordide. La panique la submergea. Elle agrippa le bras de Richard, ses ongles laqués de rouge s'enfonçant dans le cachemire de sa veste. « Richard, fais quelque chose. Appelle tes avocats. Appelle la police. Tu ne peux pas les laisser faire ça. » Mais Richard était comme paralysé. Il voyait la certitude inébranlable dans le regard du vieil notaire et le calme glacial de Laura. Il sut, avec une nausée soudaine, qu'il ne bluffait pas. Le souvenir de son propre avocat lui demandant le titre de propriété lui revint en mémoire, ainsi que sa réponse méprisante. La réalisation le frappa avec la violence d'un coup de poing. Il avait perdu. Il avait perdu bien avant de savoir qu'il était en guerre. Voyant la défaite dans ses yeux, la panique de Julie se mua en un mépris glacial. « Tu m'avais promis cette maison, tu m'as juré qu'elle était à toi, espèce d'imbécile », siffla-t-elle, son venin destiné à lui seul. Dans un ultime sursaut de déni, Richard sortit son téléphone, ses doigts tremblants cherchant le numéro de son avocat principal. « Ramène-toi immédiatement, mon ex-femme est en train de m'expulser illégalement de chez moi avec des documents falsifiés » aboya-t-il dans le combiné. Il activa le haut-parleur, espérant que la voix de son ténor du barreau suffirait à faire reculer ses amateurs. Un silence suivit, puis la voix de l'avocat, prudente et tendue, s'éleva. « Richard, je viens de consulter le registre de la publicité foncière en ligne. Le titre de propriété est exclusivement au nom de votre épouse. C'est un bien propre acquis par donation avant le mariage. Richard, il n'y a rien que je puisse faire. Ne résistez pas, vous ne feriez qu'aggraver la situation. La loi est de son côté. » Le clic du téléphone qui raccrochait fut le son de la chute de son empire. Son dernier rempart, sa puissance juridique, venait de s'évaporer. Il resta figé, le téléphone à la main, exposé et ridicule, tandis que de l'autre côté de la rue, le voisin filmait désormais ouvertement la scène avec son smartphone. Avec un signe de tête presque imperceptible de Laura, l'un des agents de sécurité s'avança d'un pas. Sa voix était calme, neutre, mais ne laissait place à aucune contestation. « Monsieur, madame, nous allons vous escorter à l'étage afin que vous puissiez préparer une valise chacun, avec vos effets personnels de première nécessité. Le reste de vos affaires sera emballé par une société de déménagement demain et expédié à l'adresse de votre choix. » Ce n'était plus une suggestion, mais un ordre. Richard leva les yeux vers Laura, la voyant réellement pour la première fois. Ce n'était plus la femme soumise et effacée qu'il avait chassée. C'était une stratège redoutable, une reine qui avait repris son royaume avec une précision chirurgicale. Elle détenait les clés, et pas seulement celles de la maison. Julie, réalisant que le naufrage était total, le bouscula sans un mot et monta les escaliers en courant, pleurant de rage, déjà en train de calculer comment se dissocier de ce fiasco monumental. Richard, lui, resta seul dans le hall, un roi détrôné et nu, dépouillé de son pouvoir en quelques minutes. Laura franchit enfin le seuil, posant le pied dans sa maison. Elle passa devant Richard sans lui accorder un regard, le laissant à sa solitude et à son humiliation. Son regard caressa le hall d'entrée, la courbe familière de l'escalier, les boiseries qu'elle avait fait restaurer avec tant d'amour. L'air semblait plus léger, purifié. Elle se dirigea lentement vers le grand salon, s'arrêtant sous le portrait de son père. Elle leva les yeux vers son visage peint, vers ce sourire qui semblait lui dire qu'il avait toujours su qu'elle trouverait la force. Une larme, unique et silencieuse, coula sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de libération. Maître Dubois s'approcha d'elle, un sourire discret aux lèvres. « Bienvenue chez vous, madame », murmura-t-il. Au même moment, le serrurier commença son travail. Le son strident de la perceuse attaquant l'ancienne serrure était la symphonie de sa victoire. C'était le bruit d'une porte qui se fermait sur le passé et d'une autre qui s'ouvrait sur un avenir où elle serait la seule et unique maîtresse, non seulement d'une demeure, mais de son propre destin. La chute de Richard fut aussi rapide que spectaculaire,
et bien plus public qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La vidéo filmée par le voisin, tremblante et de piètre qualité, devint virale en quelques heures dans les cercles fermés de la haute société parisienne. On y voyait l'homme d'affaires infaillible, le titan de la finance, réduit à l'état de simple intrus sur le perron de sa propre forteresse. Les images le montraient, le visage défait, tentant de parlementer avec des agents de sécurité impassibles, avant de remonter péniblement chercher une valise sous leur escorte. Julie, quant à elle, était sortie en trompe quelques minutes plus tôt, jetant un dernier regard de haine, non pas à Laura, mais à l'homme qui lui avait menti. Richard se retrouva seul sur le trottoir, sa valise posée à côté de lui, tandis que la porte massive se refermait dans un claquement sec, et que le bruit du nouveau pêne s'enclenchant résonnait comme le glas de son règne. Il n'était plus le roi du château, il n'était qu'un homme ordinaire, exposé et ridicule, dont le royaume tout entier s'était révélé n'être qu'une illusion bâtie sur du sable et de l'arrogance. La maison, symbole de son ascension, devenait le monument de sa déchéance. L'onde de choc de cette humiliation publique ne tarda pas à atteindre les fondations de son empire professionnel. La nouvelle de son expulsion se propagea plus vite qu'un cours de bourse, non pas comme une simple anecdote de divorce, mais comme la preuve d'une faille béante dans son jugement. Comment un homme qui se vantait de lire les clauses les plus complexes des contrats internationaux avait-il pu ignorer un détail aussi fondamental concernant sa propre résidence ? Ses associés commencèrent à douter, ses créanciers à s'inquiéter. Le conseil d'administration de son entreprise, déjà lassé de son attitude de plus en plus tyrannique, saisit l'occasion. Lors d'une réunion d'urgence convoquée la semaine suivante, on lui signifia poliment mais fermement que sa présence à la tête de la société était devenue un risque réputationnel. On lui suggéra une démission volontaire avec effet immédiat. Sa propre famille, et surtout sa mère, qui l'avait tant poussé à mépriser Laura, se détourna de lui, horrifiée non pas par sa cruauté, mais par le scandale public qu'il avait provoqué. En quelques jours, Richard perdit tout, sa maison, sa compagne, son poste et le respect de ses pairs. Il était devenu l'incarnation même de l'homme qui, à force de vouloir toucher le soleil, avait fini par se brûler les ailes et s'écraser au sol. Julie, de son côté, s'évapora aussi vite qu'elle était apparue. Son amour et sa loyauté étaient indexés sur le pouvoir et le statut de Richard, et lorsque ceux-ci s'effondrèrent, son attachement disparut avec eux. Elle ne perdit pas de temps en larmes ou en récriminations. Dès qu'elle quitta la maison, elle passa une série d'appels, non pas pour trouver un avocat, mais pour contacter d'autres hommes riches de son répertoire, réactivant ses réseaux avec une efficacité redoutable. Pour elle, Richard n'était plus un trophée, mais un passif toxique. Elle effaça toutes les photos d'eux de ses réseaux sociaux et bloqua son numéro. Sa seule et dernière tentative de contact fut un message glacial envoyé à l'un de ses anciens assistants, exigeant le retour immédiat des bijoux qu'il lui avait offerts, menaçant de porter plainte pour abus de confiance. Elle n'avait jamais été aimée de l'homme, mais de la vie qu'il représentait. La maison n'était qu'un décor, et lorsque le décor s'effondra, elle quitta simplement la scène pour en trouver une autre plus prometteuse. Sa disparition silencieuse fut pour Richard une humiliation peut-être plus profonde encore que la perte de ses biens, la preuve irréfutable qu'il n'avait jamais été aimé, seulement utilisé. Pendant que le monde de Richard implosait, celui de Laura renaissait dans le silence et la lumière. Ses premiers jours dans la maison retrouvée furent une lente reconquête de son propre espace. Elle fit le tour de chaque pièce, non pas en propriétaire triomphante, mais en gardienne retrouvant son sanctuaire. Elle touchait les meubles anciens, respirait l'odeur familiale du bois ciré et de la pierre froide, et sentait la présence bienveillante de ses ancêtres. Maria, la gouvernante, était restée, et leurs retrouvailles furent un moment d'une émotion pure, des larmes de soulagement coulant sur leurs joues. Ensemble, elles commencèrent à effacer les dernières traces de l'occupation. Elles firent don des quelques objets de décoration impersonnels que Julie avait achetés et rouvrirent les caisses où Laura avait précieusement rangé les souvenirs de famille. Chaque bibelot remis à sa place, chaque tableau redressé, chaque livre réintégré dans la bibliothèque était un acte de guérison. La maison, qui avait été le théâtre de sa plus grande douleur, redevenait son havre de paix, un lieu où elle n'était plus l'épouse de quelqu'un, mais simplement elle-même, entière et libre. Mais Laura ne se contenta pas de restaurer le passé. Elle décida de construire un nouvel avenir sur ses fondations solides. Forte de son indépendance retrouvée et du petit fonds fiduciaire que son père lui avait laissé, elle reprit contact avec le monde de l'art qu'elle avait abandonné pour Richard. Elle ne chercha pas à retrouver un poste dans une galerie. Elle décida de créer la sienne, ici même dans sa propre maison. L'aile ouest de la demeure, avec ses grands salons baignés de lumière, fut transformée en un espace d'exposition élégante et moderne. Elle utilisa son nom, non pas comme un vestige d'un monde révolu, mais comme un gage de qualité et de sérieux pour lancer de jeunes artistes talentueux, en qui personne ne croyait encore. Son projet, baptisé la Galerie de Valois, devint rapidement l'un des lieux les plus en vue de la scène artistique parisienne, salué pour son audace et son authenticité. Laura n'était plus l'ex-femme de, une figure effacée et décorative. Elle était devenue une mécène respectée, une femme d'affaires avisée, qui avait transformé l'héritage de son père en une promesse d'avenir pour une nouvelle génération. 6 mois plus tard, le soir du vernissage inaugural de la galerie, le grand salon était méconnaissable. Les murs, autrefois témoins des dîners d'affaires guindés de Richard, étaient désormais parés d'offres d'art vibrantes et audacieuses. La pièce bourdonnait des conversations animées d'artistes, de collectionneurs et de critiques, une foule créative et joyeuse qui avait remplacé les fantômes du passé. Laura, vêtue d'une simple robe de sombre cendre qui mettait en valeur son assurance retrouvée, se tenait sous le portrait de son père. Elle leva sa coupe, non pas pour un discours, mais dans un toast silencieux à sa mémoire. Son regard croisa celui de Maître Dubois, qui lui sourit avec une fierté presque paternelle. À cet instant, elle comprit la véritable nature de son héritage.
Ce n'était pas la pierre ni le nom, mais la force de se relever et de reconstruire. La véritable possession ne résidait pas dans un titre de propriété, mais dans la maîtrise de son propre destin. L'arrogance avait fait de Richard un roi sans royaume, tandis que la résilience avait fait d'elle la reine incontestée de sa propre vie. La justice n'avait pas été une vengeance, mais une simple et élégante remise en ordre des choses.